Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Vous êtes sur Métropole, restez-y, mesdames, messieurs. Bonjour, merci de nous rejoindre à la rubrique Le Point. Ce matin, nous allons parler éducation. Plus précisément, nous allons essayer de voir les impacts des mouvements sociaux, de la mobilisation, sinon de la crise sur l'école, avec deux invités. Bon, on avait annoncé 3 invités, mais malheureusement, l'un d'entre eux nous a fait faux bond. En studio, nous accueillons le frère Augustin Nelson, qui est directeur du Collège canado-haïtien. Monsieur Nelson, bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour, monsieur Alan. Bonjour, chers panélistes. Bonjour, metteur en ondes et tous les auditeurs, toutes les auditrices, tous les téléspectateurs et les téléspectatrices de Télémétropole. Voilà, et le pasteur Pierre-Antoine Francillon, directeur du Collège Interfamilia, bonjour. Bonjour, monsieur Allen. Bonjour, monsieur Nelson. Bonjour à tous les amis, auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices de Radio Voilà. Métropole. Donc, ce matin, j'aurais pu me vanter, ou encore je m'apprêtais à me vanter, de réunir un très bel échantillon de l'éducation, mais malheureusement, Guy Etienne, directeur du Collège 4 Pressoir, il nous a fait faux bond. Mais quand même, on va parler éducation et on va parler de la crise sociopolitique sur l'école en général. Augustin Nelson, dans un livre, dans un ouvrage publié en 2015 aux éditions C3, vous aviez écrit, vous aviez dit, et je vous cite, « Au cœur de toute société se situe l'école et son rôle prépondérant dans la construction de cette société. Si la société est en crise, l'école est la première institution à en ressentir les effets. » Et voilà qu'en 2019, 4 ans après la publication de cet ouvrage, nous sommes en crise. Et l'école reçoit encore ce coup de massue en tant qu'institution. Déjà 3 semaines de perdu dans une année scolaire de 189 jours, suivant le calendrier établi par l'Éducation nationale. Perdre 3 semaines dans une année scolaire, est-ce que c'est une perte moyenne, une petite perte ou une grande perte? Pas de possibilité de rattrapage. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que dans une année scolaire, le début, c'est très important. À savoir, nous vivons en Haïti, dans un pays tropical. À partir du mois de mai, il fait chaud et les élèves sont moins disposés pour l'apprentissage. Alors, lorsque on est à mi-octobre et on n'arrive pas à commencer l'école, il faut dire, et c'est une inquiétude pour nous, éducateurs, parce que aujourd'hui, au niveau international, on se préoccupe pour que les élèves aillent en salle de classe, qu'il y ait un minimum de jours de classe. Donc, normalement, la moyenne, on faisait des efforts depuis quelque temps pour se rapprocher de la moyenne internationale. L'idéal, ce serait d'arriver à 200 jours, mais on n'est pas encore là, mais on est à 189, on se rapprochait, ça aurait été bien, mais malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas pu commencer, parce que comme vous avez initié pour dire que lorsque la société est en crise, c'est l'école qui subit les conséquences, effectivement, puisque entre la société et l'école, c'est comme une relation père et fille. Lorsque la société a de la fièvre, l'école est fébrile. Lorsque la société est enrhumée, l'école tousse. Donc, ce qui signifie que l'école doit préparer des citoyens et des citoyennes pour prendre la relève dans la société, mais aussi la société doit investir les savoirs produits par l'école de telle sorte que la connaissance, le savoir prennent du sens dans le vécu quotidien de tous et de chacun pour qu'on se réfère au savoir disponible pour gérer la cité.
malheureusement, lorsque nous regardons la configuration de notre société, nous n'avons pas toujours ce réflexe de nous référer au modèle scientifique pour faire rentrer la science, le savoir, pour donner du sens au savoir que nous développons dans la société, ce qui fait que on peut avoir beaucoup de gens, on peut avoir des érudits dans la société à évoquer beaucoup de domaines scientifiques, à parler de connaissances, mais sans pouvoir les appliquer concrètement dans le vécu. C'est ce qui est arrivé à notre société. D'ailleurs, c'est ce que j'ai relaté dans mon livre « Sens de l'école et rapport au savoir en Haïti » pour dire, mais comment faire pour donner du sens à l'école, donner du sens et permettre à l'école de répondre aux attentes de la société par rapport à l'école, parce que la société développe une attente assez grande par rapport à l'école pour que le jeune puisse prendre l'ascenseur social. Mais pour que les jeunes puissent prendre l'ascenseur social, il faut que l'école s'organise pour respecter ses engagements, à savoir qu'il y ait un programme adapté, qu'on ait le nombre de jours adéquats pour faciliter le progrès dans l'apprentissage et qu'il y ait les infrastructures, qu'il y ait les matériels adaptés permettant l'acquisition de l'apprentissage. Mais malheureusement, pour le début de cette année, qu'est-ce que nous voyons? On est déjà mi-octobre et les élèves n'arrivent pas encore à prendre le chemin de l'école. Bon, c'est très difficile parce que lorsque ce sont les élèves qui n'arrivent pas à prendre le chemin de l'école, on fait face à deux problèmes. Le premier, c'est l'avenir du jeune, l'avenir de l'enfant qui est en jeu. Donc, ne pas lui permettre d'aller à l'école, c'est mettre en jeu son propre avenir. Et lorsqu'on hypothèque l'avenir de l'enfant, l'avenir des jeunes, eh bien aussi, on met en jeu l'avenir de la société en tant que telle, puisque préparer les jeunes, c'est pour prendre la relève pour que la société aille mieux. Donc, l'avenir en Haïti, on comprend bien, est de plus en plus hypothéqué parce que l'école, là, ça ne va pas. L'école souffre de tout ce qui se passe aujourd'hui en Haïti. Pasteur Francillon, je vous pose la même question. On a perdu les enfants, nos enfants ont perdu 3 semaines déjà. Voilà qu'on est à la 4e semaine et l'école ne fonctionne toujours pas. Est-ce que c'est une grande perte ou encore est-ce qu'il y a possibilité, selon vous, de se rattraper? De 1977 à aujourd'hui, cela fait 42 ans depuis que je m'adonne à l'éducation. Au cours de ces 42 ans, je ne me souviens pas, même après les tremblements de terre, avoir été témoin d'une conjoncture aussi difficile que celle que nous connaissons aujourd'hui, surtout nous autres professeurs et directeurs d'école. Quand ce ne sont pas des grèves de 2 ou 3 jours, ce sont de violentes manifestations qui perturbent les activités scolaires. D'ailleurs, les grèves, les manifestations engendrent des catastrophes sur le plan socio-économique. La situation est désastreuse ces jours-ci. Et les parents perdent leur travail, sont au chômage. Oui, c'est un bon point. Les élèves sont stressés. Est-ce qu'on va les garder en salle de classe parce qu'ils ne paient pas? Ils sont affamés. Et pour beaucoup d'écoles, on peine à effectuer les paiements des professeurs à cause du non-paiement des frais scolaires. Alors, nous sommes dans une situation grave. Et ne pas pouvoir commencer l'année scolaire, le 9 septembre, comme c'était prévu, pour moi, c'est une perte. Une grande perte? Une grande perte. Perdre 3 semaines, et nous sommes maintenant à la 4e semaine. Oui. C'est une grande perte. Mais heureusement, s'il y a une issue, c'est
cette semaine. Oui, mais qu'on ne voit toujours pas venir. Souhaitons-le. Oui. Souhaitons-le. S'il y a une issue, permettez-moi d'employer les mots agréable, vous comprenez, et on pourra se rattraper. Se rattraper. On pourra se rencontrer, tous les secteurs, que l'on soit de la Fédération des écoles protestantes, que l'on soit au collège Cadado, au Calspessoir, on peut se rencontrer pour l'élaboration d'un plan de travail pouvant rattraper les semaines perdues. Mais c'est le ministère de l'Éducation nationale qui devrait donc donner le ton. Le ministère de l'Éducation nationale devrait normalement remanier le calendrier, mais rattraper, c'est vite dit, parce que dans une année, on ne peut pas trop allonger. Par exemple, le mois de juillet, c'est un mois très chaud, donc c'est très difficile de rattraper dans ces circonstances. Donc, perdre le début, je pense que c'est compliqué pour l'année scolaire. Alors, permettez-moi. Oui, allez-y. Alors, je ne vois pas le mois de juillet. Par exemple, les ministères donnent par contrôle une semaine de formation. Donc, on pourrait effectuer la formation durant les jours de congé et prendre ces semaines de formation pour exactement. Mais comme ça, on pourrait rattraper. Ça peut compenser un petit peu. C'est ça. Mais ça nous permettra pas vraiment de rattraper parce que une année scolaire, c'est déjà très chargé et nous autres, nous peinons à nous rapprocher de la moyenne internationale du nombre de jours de classe. 200 jours. 200 jours, normalement, que les élèves devraient pouvoir, jusqu'à 200 jours. 200 jours. Donc, les élèves devraient pouvoir travailler. Alors, mais si nous comparons avec tous les pays qui sont voisins, en République dominicaine, ils commencent déjà le mois d'août. Aux États-Unis, dès le mois d'août, les élèves commencent à aller à l'école. Donc, dans tous les pays, ils s'organisent dans début septembre, fin d'août, début septembre, pour que les élèves rentrent en salle de classe afin de leur permettre d'avoir un maximum de nombre de jours pour pouvoir travailler. Mais une chose sur laquelle il faut insister également, ce n'est pas le nombre de jours qui fait progresser l'élève, c'est aussi l'état d'esprit, parce que l'élève n'est pas un automate. Et tout à l'heure, vous évoquiez la situation difficile des parents, le stress des élèves. Donc, pour que l'élève rentre dans l'apprentissage, il faut qu'il y ait un environnement favorable à l'apprentissage. Et pour qu'il progresse dans cet apprentissage-là, il lui faut aussi un état d'esprit. Donc, si pour traverser la rue, pour venir à l'école, il faut qu'il saute sur des barricades et voir si on casse les vides de ses parents, etc. Donc, ça le met dans un état de choc. Et malheureusement, nous ne sommes pas vraiment préparés dans notre pays pour prendre en charge ces élèves en état de choc, en état de stress. Nos enseignants ne sont pas tous formés pour prendre des élèves dans des situations de crise, en situation de traumatisme, pour les aider, pour les accompagner dans leur apprentissage. Donc, à remonter la pente. À remonter la pente. Donc, c'est un travail énorme qui nous attend au niveau de l'école, parce qu'il ne faut pas penser que l'école va recommencer et puis on va partir à 1000 à l'heure. Mais non, l'apprentissage ne se fait pas comme ça. Il faudrait prendre le temps petit à petit pour mettre les élèves dans l'ambiance. Débroussailler le terrain, dirait-on. De telle sorte qu'on recrée cette ambiance de travail, de telle sorte que les élèves puissent bénéficier de l'apprentissage qui leur est offert. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on a travaillé, qu'on est venu, on a dispensé son cours. Il faut s'intéresser aussi, mais oui, on enseigne, mais qu'est-ce que l'élève apprend? Oui, et les élèves s'habituent, j'imagine, déjà à la vacance forcée, quand même. C'est long, hein, les vacances, à cause de la crise. Et pasteur, en préambule, vous évoquiez votre parcours, votre expérience, et vous disiez, je vous cite, que c'est pour la première fois que la situation est aussi difficile depuis que vous êtes dans l'enseignement, dans l'éducation. Mais on parle de 1986, par exemple. Et si on remonte dans l'histoire,
on a connu une crise assez profonde et l'école était bloquée pendant un bon bout de temps. Oui, mais il n'y avait pas cette famine, on ne connaissait pas cette famine. 1986, c'était difficile, mais c'est beaucoup plus difficile ces jours-ci, à mon avis. C'est également ça. Bon, vous êtes plus jeune. Mais 1986, j'étais encore à l'école primaire. Donc je me rappelle de ces moments où on était resté sans aller à l'école. Mais je pense que, comme dit le pasteur, je pense que la situation est devenue plus critique maintenant. Oui, à l'époque, moi, je le prends pour en vérité, ce que vous dites, parce que vous êtes un homme d'expérience. À l'époque, dans les provinces, on pouvait trouver les produits alimentaires pour se nourrir. Mais de nos jours, nos villes, dans les provinces, dans la campagne, il n'y a pas d'arbres, on abat les arbres, la terre ne produit pas puisque l'agriculture n'est pas modernisée. On est encore au niveau archaïque. Au niveau archaïque de l'agriculture, on dépend de la pluie et vous savez que la pluie ne vient pas à un rythme comme régulier d'habitude parce qu'il y a la question du changement climatique qui fait que le secteur paysan se fragilise. Et au niveau urbain, nous voyons dans quelle situation que nous trouvons. La classe moyenne est décapitalisée depuis le séisme et elle n'arrive pas à reprendre la main. Et plus la crise avance, moins il y a progrès économique, plus les difficultés s'accentuent. Et ces difficultés ont des répercussions sur l'école. Vous voulez ajouter quelque chose parce qu'en 1986, il n'y avait pas le phénomène du banditisme. Oui, on pouvait sortir des provinces pour venir à Port-au-Prince aisément, avec les provisions, sans crainte de se faire dépouiller. Exactement. Voilà. Oui. Maintenant, essayons de voir. On est toujours dans la question, mais à un autre niveau. La part de responsabilité de l'école dans tout ce qui se passe. Est-ce que l'école, qui forme des citoyens, a une part de responsabilité dans la crise actuelle? C'est-à-dire, est-ce que l'école a formé de mauvais citoyens? Des citoyens qui ne peuvent pas dialoguer entre eux, qui ne peuvent pas s'entendre, qui s'entre-déchirent, qui s'entretuent même. Est-ce que c'est l'école responsable de tout ça? C'est une grande question que vous posez là, et c'est la question que j'ai débattue dans le livre que vous avez en main. Donc je ne savais pas qu'on allait en parler, mais le sujet est venu sur la table. Oui, l'école a une certaine responsabilité dans ce que nous vivons là actuellement, parce que la crise que nous vivons, c'est une crise liée à un déficit de citoyenneté. Et je m'explique. Déficit de citoyenneté, à savoir, dans une société, notre société a choisi comme système politique la démocratie. Et démocratie et citoyenneté marchent de pair. Et que l'école a un rôle à jouer pour éduquer les citoyens de telle sorte que les citoyens se sentent concernés par ce qui se passe dans la cité, puisque la citoyenneté, c'est la participation active des citoyens dans la vie collective. Donc, citoyenneté, éducation et démocratie marchent de pair, et démocratie, de sa racine, démos, qui signifie peuple. C'est-à-dire c'est le pouvoir par le peuple. Et pour que le peuple exerce ce pouvoir, il a des représentants. C'est pour cela qu'il y a des élections à plusieurs niveaux. Donc, des élections honnêtes qui donnent des représentants du peuple, permettant au peuple de participer dans tous les secteurs de la vie nationale. Alors, pour arriver, je fais un détour, mais je vais arriver à la question. Donc, pour mieux comprendre mes propos, est que la citoyenneté permet à la démocratie de se porter mieux. Et comment marche la démocratie? La démocratie règle ses problèmes par la concertation, par les échanges, par le dialogue et la délibération. Et que lorsque
nous arrivons dans notre société, parce que la crise que je ne parle pas de la crise conjoncturelle, moi j'inscris la crise dans un continuel. Depuis 1986, on a renversé la dictature et à chaque période, il y a toujours des troubles sociaux qui arrivent. Maintenant, ça devient beaucoup plus aigu et les tendances, on a tendance à se radicaliser, donc c'est dangereux pour la démocratie. Donc, depuis les 40 dernières années, on s'inscrit dans la crise. Lorsque la crise devrait être une période un passage pour amener vers une croissance. Mais puisqu'on s'installe dans la crise, ça veut dire que nous n'avons pas pris en compte les éléments de la crise pour aller en profondeur et résoudre la crise. Donc, quel est le rôle, pour arriver à votre question, quel est le rôle de l'école dans ce que nous vivons actuellement? C'est même pas le rôle, ça part de responsabilité. La responsabilité de l'école, c'est parce que l'école n'arrivait pas effectivement à apprendre aux habitants de ce pays à devenir des citoyens, à savoir à participer, à reconnaître leurs droits et aussi à appliquer leurs devoirs. C'est parce que l'école peine à donner du sens à un certain nombre de savoirs que l'on a pour meubler l'esprit, mais qui, dans le vécu, dans la réalité de la vie de la personne, ces savoirs-là ne sont pas en action. C'est-à-dire, on apprend des choses pour passer un examen, mais pas pour vivre correctement dans la cité. C'est le côté docimologique qui est privilégié. Qui est privilégié en rapport au sens. Donc, l'école aujourd'hui qui fait face à cette situation, l'école doit se questionner de l'intérieur pour aider pour que l'école fonctionne de telle sorte que l'élève apprend à participer et que l'élève ne vienne pas là à apprendre par cœur pour réciter, mais qu'il participe, qu'il donne son opinion, qu'il participe dans la gestion de sa salle de classe, que les directions d'école apprennent à tenir compte de leur avis également, de telle sorte que les élèves apprennent à vivre harmonieusement sur les bancs de l'école, à apprendre ensemble harmonieusement sur les bancs de l'école, de manière à vivre harmonieusement sur le plan social dans le futur. Oui, alors vous-même aussi, pasteur, l'école, on le dit, et c'est la vérité, c'est un espace de socialisation, sinon le premier espace. À quel niveau est-elle, l'école, coupable dans ce qui se passe aujourd'hui en Haïti? Et je me répète, des gens qui n'arrivent pas à dialoguer, qui n'arrivent pas à se parler, qui n'arrivent pas à s'entendre. Est-ce que ce que nous vivons là, on l'a vécu déjà à un certain niveau à l'école? Est-ce que vous apprenez aux élèves de gérer leurs conflits? Laissez-moi vous dire que c'est que nous vivons. Cette crise doit nous interpeller. On n'a pas fait assez. Je crois que les écoles doivent penser à partir de cette crise, à partir de votre question. Les écoles doivent penser à organiser des séminaires pour les parents. Okay. Parce que l'éducation commence à la maison. Oui, à la maison. Et il y a un proverbe créole qui dit « Petit poisson suivent courant ». Et si à la maison, les parents sont en train de chier, et puis l'élève arrivé en salle de classe, il va reproduire exactement, il va faire de même. La même chose. Je ne sais pas si le frère Nelson va être d'accord avec moi. Oui, tout à fait. Oui, je suis organiser des séminaires pour les parents. Et puis les professeurs aussi, Serge aussi, on devient très matérialiste. Je comprends. La vie devient de plus en plus difficile. Et au lieu d'être des éducateurs, ce sont des enseignants qui viennent pour enseigner et retirer le paiement. C'est comme ça. Donc je crois que nous devons organiser non seulement des formations sur le plan pédagogique, mais organiser des séances de formation sur le plan éthique et pour porter les professeurs à être des modèles. Alors, vous dites que nous devons, mais est-ce que vous êtes directeur d'école, est-ce que au niveau de votre école, vous commencez déjà? Oui. La même question pour vous aussi, parce que, oui, vous reprochez à l'école de n'avoir pas appris trop
aux citoyens, bon pas aux citoyens, plutôt aux élèves, à l'haïtien, de devenir un citoyen. De devenir un citoyen, mais est-ce qu'au niveau du canado-haïtien, il y a cette dynamique, vous avez un modèle de citoyen bien défini et vous vous dites, voilà le modèle que nous proposons et vous travaillez pour? Et avant d'arriver à la question, laissez-moi continuer dans la logique du pasteur pour dire que, effectivement, pour devenir un citoyen, pour apprendre à dialoguer, pour apprendre à discuter, pour apprendre à accepter l'autre dans sa différence, ça demande des compétences. Et ces compétences-là s'apprennent d'abord dans les familles et ensuite à l'école. Donc la famille, c'est la cellule de base responsable de l'éducation. On doit commencer d'abord par la famille. Mais étant donné que nous sommes arrivés à une période où il y a une crise aiguë, où le vivre ensemble social est mis à mal, donc la société devrait être conscientisée pour que dans toutes les structures qui aident la société à se porter mieux, qu'on prenne en compte la formation citoyenne des individus, pas seulement dans les écoles, mais également, le pasteur a proposé que les écoles organisent des séminaires pour les parents pour faciliter l'intégration de ces valeurs, mais aussi dans tous les regroupements, là où il y a des regroupements sociaux qui font vivre la démocratie, qu'il s'agisse des syndicats, qu'il s'agisse des associations de médias, qu'il s'agisse de tous les secteurs organisés, on devrait, les responsables d'école, pour les enseignants, on devrait prendre en compte la formation citoyenne de telle sorte qu'on apprenne aux gens à comprendre les valeurs d'une république et pour pouvoir comprendre les idées qui vont avec. Ensuite, sur le plan social, pour que le citoyen comprenne qu'en tant que citoyen, on doit s'engager, on doit participer. Et ensuite, sur le plan affectif, on doit développer le vivre ensemble social harmonieux, de telle sorte que vous êtes différent de moi, mais ce n'est pas le monde qui semble rassemblé, mais c'est ou différent de moi, nous tous ces Haïtiens, nous dans le même bateau, nous sommes capables de chita, parler avant, nous sommes capables de nos solutions par le dialogue. Donc, pour ça, ça prend un long chemin, mais ce long chemin doit commencer maintenant dans toutes les structures de la société. Qu'est-ce que nous faisons, nous autres? Enfin, nous autres, nous emboîtons les pas, de telle sorte que nous facilitons la participation des élèves à travers leur comité de classe. Nous donnons la préséance à la compétence, à l'excellence, de telle sorte que les élèves qui forment les 10 premiers de la salle de classe font partie du comité qui doit gérer la salle de classe, qui est en interaction avec les membres de la direction. C'est une façon d'apprendre aux élèves d'intégrer à participer et aussi à dire que, bon, tout le monde ne veut pas faire tout dans la société, il faut, parce que c'est pas la discrimination, non, mais il faut mettre ces talents, il faut développer ces talents dans le domaine dans lequel on se sent, on peut exceller. Bon, il y en a qui nous adressent la question, certains parents d'élèves qui nous adressent la question, mais on peut ne pas être parmi les 10 premiers et être un très bon leader, un très bon animateur. Oui, mais bon, c'est ça aussi. Ça peut être bon de dire que, bon, un candidat qui veut, mais nous voyons ce que ça donne dans notre pays. Et pasteur, au niveau du collège Interfamilia, est-ce que vous formez des citoyens? Oh, bien sûr, parce que nous autres, au collège Interfamilia, nous sommes protestants. Nous sommes une école à caractère évangélique. Et nous enseignons la Bible, qui est la parole de Dieu. Et Dieu est amour. Et si on veut parler de savoir-vivre de bonne manière, de vivre ensemble, c'est Dieu qu'il faut voir. Et chaque matin, nous avons les mots du jour. Et au mot du jour, nous apprenons toujours aux enfants à se supporter, à apprendre, à s'excuser, à pratiquer l'amour en un mot. Et puis, nous enseignons l'éducation à la citoyenneté. Et nous sortons avec les élèves pour
pour qu'ils puissent s'habituer à vivre ensemble. Parfois, dans le temps, maintenant, c'est difficile avec l'insécurité qui bat son plein dans le pays. On ne peut pas dormir ailleurs. Mais dans le temps, on savait dormir là à Montrouy 2-3 jours pour des séances de retraite pour leur apprendre à vivre ensemble. Le rapprochement. Exactement. Et puis, on enseigne aux enfants aussi l'intégrité. Parce qu'on est à l'école pas seulement pour devenir riche, pour devenir grand, mais on est à l'école pour devenir des gens utiles à sa communauté, des gens utiles à la société, des gens aptes à développer leur pays. C'est ce qu'on apprend aux enfants du collège interfamilial. Et heureusement, nous avons plus que 30 ans. Nous avons de nos enfants qui aident le pays, en quelque sorte. Bon, là, on va marquer la pause, mais vous insinuez, vous deux, que le collège canado-haïtien, le collège interfamilial ne sont pas responsables de ce qui se passe dans le pays. Non, il ne faut pas le dire comme ça. Disons plutôt qu'il faudrait qu'il y ait une sorte d'harmonisation entre l'école et la société, de telle sorte que la société ne défasse pas le soir ce que l'école se tue à faire le jour en salle de classe. Voilà. On va marquer la pause et au retour, on va continuer à parler d'éducation et de crise, ses impacts sur l'éducation. Je vois que vous deux, vous ne mentionnez pas le drapeau dans le cursus scolaire. On va voir tout ça, la place du drapeau dans le calendrier académique, sinon le cursus scolaire. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point. On marque une pause et on revient. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Nos invités, le frère Augustin Nelson du collège canado-haïtien, vous êtes directeur de cette école, et le directeur du collège interfamilial, le pasteur Pierre-Antoine Francillon. On évoquait le drapeau. Est-ce qu'au collège canado-haïtien, le drapeau a encore un sens? Est-ce que les écoliers se mobilisent pour la montée du drapeau? Justement, puisque nous parlions de citoyenneté, donc les citoyens s'engagent, le citoyen apprend à respecter les symboles de sa République. Bien sûr, nous donnons une grande place au drapeau national. Donc, les élèves apprennent à chanter la Dessalinienne avec fierté, avec respect. Est-ce que vous vous assurez qu'ils maîtrisent les 5 couplets de la Dessalinienne? Parce que c'est aussi important. Oui, tout à fait. Les 5 couplets, oui, bien sûr. Ils chantent, pas les 5 en même temps, mais à chaque fois, on change de couplet de telle sorte qu'on s'assure qu'on passe en revue les 5 couplets de la Dessalinienne. Ensuite, nous insistons pas uniquement sur le rituel, parce que c'est vrai qu'il y a une sorte de désacralisation du rituel du drapeau. Certes, beaucoup de nos compatriotes ne respectent plus la montée du drapeau. Ça ne dit rien à certaines personnes lorsqu'on passe à côté, on voit qu'on est en train de monter le drapeau. Donc je pense que c'est un problème de civisme très grave. Donc pour pallier à ce problème, nous insistons sur la question du sens de ces activités-là. Parce qu'il ne suffit pas de faire le rituel, mais il faut aussi se donner du temps pour donner du sens à ce rituel-là. C'est pour cela qu'en salle de classe, dans les cours d'éducation à la citoyenneté, nous prenons le temps de revenir sur ces rituels pour les expliquer de telle sorte que le citoyen puisse comprendre que je suis haïtien, fier de l'être. On a des difficultés, bien sûr, partout ailleurs on en a, sauf que nous autres, on persiste à faire perdurer les crises et les difficultés, mais il arrive à un certain moment donné qu'il faut apprendre à connaître notre pays mieux, apprendre ses valeurs et aussi être fier de ce que nous avons comme histoire, de ce que nous avons comme symbole pour pouvoir les respecter, de telle sorte qu'on puisse redonner une sorte d'amour de la patrie aux jeunes générations. Redonner de l'amour. Est-ce que vous vous engagez au niveau du collège interfamilial sur
ce plan? Est-ce que la montée du drapeau a un sens pour vous? Est-ce que ça se fait? Oui, ça se fait. Non seulement on monte les drapeaux. Régulièrement. Et chaque jour, on chante un couplet de la Dessalinienne. Alors, il y a le 4e couplet qu'on ne chantait pas au Collège Interfamilial. Pourquoi? Parce que nous sommes, encore une fois, une école à caractère évangélique. Dans ce couplet, on parle de Dieu, au Dieu des preux, etc. Donc, on ne chante pas ce couplet, mais on chante pour le pays, pour les ancêtres, les chants joyeux, on chante chaque matin. Et on apprend aux élèves à respecter non seulement la montée du drapeau, mais le drapeau comme le symbole de la République, parce que respecter les symboles de la République, c'est une sorte d'incitatif pour que les enfants respectent leur pays, pour que les enfants travaillent au bien-être, en vue du bien-être de leur pays. Donc on le fait chaque matin. Oui, mais c'est à se demander qu'est-ce qui empêche que les écoles soient ce centre de développement social, de développement économique en Haïti, parce que l'école a raté sa vocation. C'est ce qu'on assiste, c'est ce à quoi on assiste en Haïti. On ne va pas dire ça comme ça, et c'est comme je disais avant la pause, il faut voir comment harmoniser. C'est la question du sens. Je reviens toujours sur la question du sens. C'est que, qu'est-ce que cela signifie pour moi d'aller à l'école, d'apprendre des choses? Est-ce que j'ai juste pour passer en salle de classe, pour passer en classe supérieure, ou bien pour apprendre à vivre mieux? Puisque l'école, c'est la socialisation, donc l'école, c'est le développement des compétences et des connaissances. Alors, si je développe ces connaissances, pourquoi ne pas traduire ces compétences en manière de vivre? Oui, mais c'est ce que je voulais dire. J'arrive à la question, donc, en manière de vivre. Donc, puisqu'il y a ce problème-là au niveau de la société, donc c'est un lien très étroit entre l'école et la société, mais cependant, dans notre société, on a un problème très sérieux entre l'école et la société. Puisque, dans la majeure partie des cas, la société défait à l'extérieur du portail ce que nous, comme éducateurs, à l'intérieur de l'institution, nous essayons de faire pour pouvoir donner les valeurs, pour pouvoir apprendre aux jeunes, pas seulement sur le plan intellectuel, les valeurs, mais aussi pour apprendre à les vivre. Mais l'élève traverse le portail, c'est parce que la société lui offre comme spectacle, comme manière de vivre et de faire. Voilà, maintenant le grand problème, c'est d'harmoniser les valeurs pour que ça ne soit pas des choses uniquement sur le plan cognitif, mais sur le plan affectif, que ça touche le jeune de l'intérieur, pour que le jeune comprenne que si à l'intérieur de l'école, j'utilise quelque chose qui a des déchets plastiques ou autres, je dois chercher une poubelle. Mais si à l'intérieur de l'école, je fais cet effort, à l'extérieur de la barrière, je dois le faire également. Et on n'a pas ce réflexe-là à vouloir chercher une poubelle. Ah, c'est là où il me a déposé. Donc, c'est ça que je mets derrière la question du sens sur lequel j'insiste beaucoup. C'est comment traduire ce que nous savons en comportement observable. Et l'autre problème qu'il y a également, c'est une question de... lorsqu'on se dit on est éducateur, ben on se donne comme modèle. On est parent, on se donne comme modèle. Donc, est-ce que, comme parents, comme éducateurs, nous n'avons pas des choses à nous reprocher comme en tant que modèle que nous projetons aux personnes que nous éduquons. Donc c'est un problème très complexe et très vaste qu'il faut prendre dans son ensemble, à savoir l'école qui travaille à l'intérieur, l'école qui a ses propres problèmes à l'intérieur. Il ne faut pas penser que tout coule comme à l'eau des roses. Il y a l'école, nous vivons dans... Je parlais avant l'émission avec le pasteur pour lui dire que mais c'est un métier qui devient de plus en plus complexe. Parce que les jeunes créent leurs propres références, les jeunes créent leurs propres modèles. Et que les valeurs que vous essayez d'inculquer à l'intérieur même de l'école, l'élève traverse le portail, il voit que c'est justement... Non, mais est-ce que l'école ne s'inscrit pas dans une dynamique de déconstruction des fausses valeurs
l'école à elle seule n'arrivera pas. C'est ce que je me tue à vous faire comprendre là, maintenant dans l'émission, que l'école à elle seule n'arrivera pas. On ne pourra pas donner toute la responsabilité à l'école. La société doit investir son école de telle sorte que et l'université aussi, parce qu'il ne faut pas mettre en reste les universités, parce que l'université doit être à l'avant-garde des recherches sur tous les plans, les recherches scientifiques, dans les sciences humaines, sur le plan sociologique, pour voir qu'est-ce que nous avons comme valeur que nous devons mettre en avant de la scène pour que nous apprenions à le vivre ensemble, social, harmonieux, dans le respect de la différence, mais dans le respect aussi de notre environnement, parce que l'environnement, quand on détruit l'environnement, on se détruit soi-même. Comment revendiquer mes propres droits en respectant le droit de l'autre à exister, tout simplement. Parce que, puisque dans la cité, nous avons tous, comme citoyens, droit dans la cité, nous avons tous le devoir de participation. Maintenant, puisque nous avons le droit d'exister, le droit de participation, mais l'autre aussi a ces mêmes droits, et que s'il revendique ses droits, il ne peut pas se prendre à ma vie. Parce que ce serait antidémocratique. Donc, lorsque nous revendiquons des droits et nous bafouons les droits des autres, il faut dire qu'il y a un problème qui est mal approché et que nous autres, comme éducateurs, les personnes qui se présentent sur la scène comme leaders, ils doivent se donner comme modèle, comme exemple à suivre, de telle sorte que les jeunes puissent voir des références dans leur milieu immédiat auxquelles ils peuvent se référer lorsqu'il y a un problème à résoudre. Voilà. À la préparation de l'émission, j'ai pris le soin d'écrire cette question que je vais vous poser à vous deux, mais j'aimerais vous entendre, pasteur, sur la question. J'ai écrit que lorsqu'on regarde, observe, je dirais même scrute, les différents gouvernements qui se sont succédés, les différentes administrations qui se sont succédées, aucun n'a donné de trop grands résultats, ou encore il n'y a pas de résultats du tout. Aucun n'a été, je parle des gouvernements, à la hauteur de sa mission. Faut-il responsabiliser l'école haïtienne qui serait une machine à produire des médiocres? Et je ne suis pas trop fort. Est-ce que l'école, pour beaucoup, non, moun nou te gagné en tant que président, en tant que ministre, en tant que directeur général, là, nous avons parlé de corruption qui envahit le pays. Est-ce que l'école pas responsable? C'est l'école qui forme Mounsao quand même. Oh, la question est délicate. Oui, c'est pour ça que m'écrit tout, d'ailleurs. C'est pour ça que m'écrit. La question est délicate. Moi, je crois que l'école ne gagne pas de responsabilité, mais encore une fois, il n'y a pas que l'école à être responsable de tout. Parce que Dieu, pour organiser la société, vient avec la famille. Et c'est la famille qui est la cellule de la société. Si rien n'est fait au niveau de la famille, eh bien, si mon yo qui sorti dans la famille là, vient avec problème dans l'école là. Mais l'école n'a pas qu'à dresser du tout. Bien sûr, l'école fait de son mieux pour qu'à dresser ti moun nan, apprendre des valeurs. Mais comme le dit mon ami, le frère Nelson, ou à coder et puis dehors même à décoder. C'est grave parce que il y a des parents qui mènent des programmes que Timoun Zavine adopté lui-même et l'a entraîné l'autre Timoun. Oui, ou du moins Timoun dans le programme pour contre tout. Dans le programme pour contre tout et puis l'entraîner l'autre Timoun. Nous enregistré des cas comme ça. Et Timoun qui coup à fait et puis arrangé aux élèves qui en classe terminale et puis il y a un programme immoral, si vous voulez. Et je crois que le gouvernement n'a pas de résultat. Ça sorti, oui, dans la famille, il sorti également dans l'école, qui enseignait des valeurs. Il y a des gens qui recevoir enseignement ça et qui appliquent, et pour gagner un pile qui pas appliquer les. Après prendre encore mot te dit au début, c'est que nous devenons trop matérialistes. Parce que quand j'étais
gosse, ma seule planche de salut, c'était l'école. Mais aujourd'hui, j'ai dans les doux que, bon, l'école, papa. Par contre, si vous tendez ça, oui, bien sûr, bien sûr. Depuis l'homme de Timon, l'école était baille, Timalus Pata, Alvan Beur, on va comme ça. Ok, l'école papa. Et puis, dans l'école papa, il y a connaît que le cas réussi sans l'école. Donc, il vient l'école pour faire plaisir à parents. Mais il y a un temps gagné dans la tête qui côté le passer pour le réussir parce que ce n'est pas devenir utile à sa communauté. C'est devenir riche. C'est avoir de l'argent. C'est ce qui compte. Bien mes points, parce que j'ai une question spécifiquement pour frère Nelson sur le point ça. Au final, on va élaborer toujours. Oui, alors c'est pour montrer que l'école fait de son mieux. Nous autres, au collège familial, je connais le collège Canada, on fait de son mieux. Mais encore une fois, il y a cette mentalité matérialiste qui ronge. C'est pas seulement Haïti, mais le monde. Le monde. Malheureusement, en Haïti, nous sommes un pays pauvre. Et puis, nous sommes un pays... Bon, moi, je ne me connais pas en politique, mais nous sommes un pays côté son petite fraction qui voulait gagner tout pour lui, et puis l'autre là lui-même, il quitté fraction ça a servi avec lui, etc. Et puis gouverner lui, il n'est pas capable de résultat. Là, c'est que mon besoin venir, c'est si le besoin vient, c'est là, pour lui-même, pour Zamil, pour famille, c'est pas le pays qui compte. Voilà. C'est ça. Mais sur la même question, je voulais dire que c'est ce que j'ai essayé de dire au début de l'émission lorsque j'ai parlé de faire entrer le savoir, faire entrer la science dans le vécu, dans l'organisation de la cité. Est-ce que l'école a une responsabilité par rapport à tant de tâtonnements au sommet de l'État? Je ne le dirais pas comme ça. Dans le sens que Haïti a formé des hommes de valeur. Oui, beaucoup d'hommes de valeur. Et nous voyons, jusqu'à présent actuellement dans le pays, il y a des hommes de valeur capables de prendre des responsabilités et de les exercer avec efficacité. Et nous voyons également à l'extérieur, il y en a beaucoup qui brillent dans plusieurs domaines. Donc, si le pays donne la possibilité aux hommes qu'il faut d'être à la place qu'il faut, je pense qu'on aura de meilleurs résultats. Donc je pense que c'est parce qu'on ne se soucie pas trop de l'efficacité. On ne se soucie pas trop du travail bien fait. Et qu'on tombe beaucoup trop dans le clientélisme. Et ensuite, ce qui fait qu'on peut retrouver n'importe qui, n'importe où, et ça donne les résultats que nous avons. Il y a une critique assez acerbe qui touche particulièrement les écoles congréganistes. Et je cite, les écoles congréganistes forment des citoyens pour eux-mêmes, pour réussir leur vie, mais ce n'est pas des citoyens pour la société, pour Haïti. Quelle est votre réponse à cette question? Parce que toujours dans le pays, mon ami dit, l'école congréganiste, il forme des gens qui sont forts. Et le petit monde, ça est fort pour eux. Mais ce n'est pas pour le pays. Ce ne sont pas des patriotes, ce ne sont pas des nationaux. Voilà la critique qui touche l'école congréganiste. Il y a beaucoup de critiques qui sont adressées aux écoles congréganistes. Donc il y en a pas mal. Et je dis toujours, c'est un vrai problème que l'on pose, le problème de la société que nous avons. Mais rendre un secteur responsable, c'est adresser de fausses solutions à de vrais problèmes, à de sérieux problèmes qui se posent. Pourquoi je dis ça? Parce que il y en a qui pensent que les écoles congréganistes sont des écoles élitistes. Alors que, regardez-moi, dans le pays, je ne connais pas un coin de la République où il n'y a pas d'eau. Dans les endroits les plus reculés, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, mais on trouve quand même des religieux, des prêtres, qui s'adonnent à l'éducation et qui créent une petite école pour permettre à ces gens de ce village-là de
de s'épanouir et de devenir n'importe quel citoyen capable d'assumer n'importe quelle responsabilité dans le pays. Donc de quoi on parle lorsqu'on parle d'école élitiste? Est-ce qu'il y a une zone dans le pays où il y a peut-être qu'on appelle des zones de non-droit, où les gens ne veulent pas y aller? Est-ce qu'on ne va pas trouver des écoles co-organistes là en train d'offrir une éducation? Ça veut dire que les écoles co-organistes ne peuvent pas tout résoudre à elles seules. Ça, c'est un. Deuxièmement, et dire qu'on forme des gens à réussir pour eux-mêmes, manque de solidarité, là, je n'ai pas de réponse à cette question, dans le sens que c'est vrai, on peut ouvrir cette formation, on peut développer plus le réussir ensemble. Et c'est ce que nous prônons. Moi, personnellement, j'écris et on voit dans mes propos comment apprendre aux élèves à avoir des projets communs, réaliser des projets ensemble pour que la réussite soit une affaire collective. Mais je dis toujours à mes élèves, réussir de manière collective, c'est pas dans la tricherie, ou pas qu'à aller d'élèves la réussite dans l'examen, ça s'appelle la tricherie, et c'est ça qui base corruption demain. Nous autres, nous sommes très fermes avec la tricherie pour aider à former des citoyens honnêtes. Mais cependant, nous apprenons à nos élèves à s'entraider de telle sorte que dans une salle de classe, le premier ne se voit pas comme celui qui est en haut et le dernier de la classe comme celui qui est en bas. Mais non, que ce sont des élèves de la même classe et il y a un qui éprouve des difficultés dans une matière, comment l'accompagner, comment l'aider, comment ne pas le ridiculiser de telle sorte qu'on puisse réussir ensemble. Comment leur donner des travaux de groupe à réaliser ensemble de telle sorte que chacun participe pour que chacun puisse apporter sa contribution. Nous travaillons là-dessus. Nous, peut-être que oui, s'il y a des reproches comme ça qu'on nous adresse, on ne peut pas se dédouaner tout le temps, il faut les prendre en considération. Mais moi, personnellement, je suis pour que l'élève apprenne à ne pas se sauver lui-même, mais qu'il apprenne à se sauver avec les autres. On n'est pas obligé de détruire l'autre pour pouvoir réussir. On peut réussir ensemble. Parce que nous avons ce problème dans cette société. Nous n'apprenons pas à nous réjouir de la réussite de l'autre. Et je pense que l'école a un grand rôle à jouer pour apprendre l'autre, pour apprendre à apprécier la réussite de l'autre. Et ne pas toujours viser l'échec de l'autre. Je l'entends au carrefour, non, on peut sortir de cette mentalité. Voilà, ça c'était pour la critique de gauche parce que vous êtes à ma gauche, la critique de droite. Maintenant pour les écoles protestantes ou l'école protestante tout court, on a des critiques ça en pile que l'école protestante, il n'y a pas de structure, il y a éparpillé ça et là, prolifération à outrance. Et puis, ce sont des écoles, pour la plupart, c'est pas moi qui ai parlé, non, critique que moi pour apporter, pour la plupart des écoles borlettes, qui ont ça tombé dans les oreilles, et qui ont qu'à essayer, soit disculper ou justifier, je ne sais pas. Allez-y, pasteur. Les écoles protestantes confondent beaucoup de problèmes. Et on parlait des écoles congréganistes. Je connais les écoles congréganistes parce que j'ai enseigné au collège Dominique Savio pendant 17 ans. J'étais au collège Marie-Dominique Mazzarello. Et c'est beaucoup plus facile d'enseigner aux écoles, dans les écoles congréganistes. Pourquoi? Les Haïtiens croient que, et c'est une réalité, les écoles congréganistes sont mieux organisées, et c'est vrai, les structures d'accueil dépassent de loin les nôtres, dans le secteur protestant, parce qu'ils sont... Est-ce que c'est pour la plupart ou bien toutes les écoles congréganistes? Je ne sais pas, peut-être que le frère Nelson m'éclairera là-dessus. Les écoles congréganistes sont subventionnées, alors que les écoles protestantes ne le sont pas.
Donc c'est graisse cochon, cap cuit de cochon. Graisse cochon, cap cuit de cochon. Et la majorité des écoles protestantes sont dirigées par des pasteurs. Et quand on est pasteur, on doit tout aux membres de l'Église. Les fidèles vous disent, mon fils ne peut pas se rendre à l'école cette année. Vous dites quoi, pasteur? Et vous prêchez l'amour sur la chaîne de l'Église. On est obligé d'accepter l'élève. Et puis les écoles protestantes, permettez-moi de le dire, frère Nelson, sont beaucoup moins chères que les écoles congréganistes. Non, ce n'est pas un secret quand même. Je suis bien content de l'entendre. Et les gens capables choisissent toujours les écoles congréganistes. Par exemple, les élèves des écoles congréganistes sont pour la majorité des enfants qui voyagent durant les vacances. Moi, je connais des pasteurs qui envoient leurs enfants aux écoles congréganistes. C'est ça, c'est vrai. Et qui ont leur propre école. C'est vrai. Bon, c'est mauvais. C'est mauvais. Moi, j'ai 2 garçons. Et le premier a laissé le pays depuis dès l'âge de 4 ans. Il a laissé le pays. Le deuxième a laissé le pays. Il était au collège interfamilial, mais il devait laisser le pays parce que, moi qui vous parle, on m'a kidnappé 2 fois et on voulait le kidnapper, donc c'est pourquoi il est aux États-Unis maintenant. Mais il y a des pasteurs qui envoient les enfants aux écoles congréganistes. C'est mauvais de leur part. Et les écoles protestantes, il y a des bonnes écoles protestantes. Bon, oui. Le collège Bête, moi, j'en connais c'est je ne vais pas les citer, mais j'en connais. Il y a l'école adventiste, il y a le collège Maranatha, bien que le collège Maranatha est placé dans un endroit difficile, mais ce sont de bonnes écoles. Mais malheureusement, avec cette question d'irresponsabilité au ministère de l'Éducation nationale, n'importe qui peut s'improviser éducateur. Et monte son école. Exactement, c'est ça le problème. Et puis on pense pouvoir faire école n'importe où. Par exemple, les pasteurs à sa petite église, et puis il sépare la grande salle. C'est un problème. C'est un problème. Le problème existe. Et nous ne devons pas le cacher. Nous ne devons pas le cacher. Mais le problème vient du fait que les gens capables envoient les enfants aux écoles congréganistes et les gens les moins capables voilà, choisissent l'école protestante. C'est ça. C'est un stéréotype. C'est un stéréotype, malheureusement, c'est pas vrai. D'ailleurs, vous voyez que dans nos institutions, la mixité sociale est une réalité. C'est pas une guerre de religion? Non, pas du tout. Je n'entrerai pas là-dedans. Parce que moi, je prône le vivre ensemble harmonieux, donc c'est entre tous les secteurs, que ce soit la conscience religieuse. Mais Émotion. Oui, allez-y. Émotion. Et c'est quand vous dites que c'est pas vrai, laissez-moi vous dire que au collège Dominique Savio, il y avait des enfants qui étaient pauvres. Et je savais aider certains enfants au collège Dominique Mazarello. Donc je connais. Donc c'est ce que, alors, je vous dis j'allais dire. Je disais que les gens considèrent. C'est une sorte de mythe. Donc c'est un stéréotype. Et si on peut contribuer à faire tomber ces mythes-là, on comprendra que dans ces écoles-là, la mixité est une réalité. Et c'est pour cela que nous prônons la solidarité. Nous invitons toujours les anciens élèves qui ont réussi de parrainer un élève dont les parents ont beaucoup de difficultés pour couvrir les frais. Donc, est-ce qu'on a toujours des élèves dont leurs parents sont en mesure? Pas vraiment. Deux questions. Mais je reste encore sur la question parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites que je voudrais revenir là-dessus. On catalogue les écoles congréganistes comme des écoles chères. Donc, si vous prenez par exemple, moi je prends l'exemple du Collège canado-haïtien, et nous offrons tout ce qu'il y a comme cadre du Collège Canado à un public, par exemple, qui paie même pas 15 000 gouttes pour l'année. Donc, toutes les infrastructures du Collège canado-haïtien
avec tout ce qu'on donne comme formation, pour même pas 15 000 gouttes pour toute l'année, la section soir par exemple. Donc, lorsque vous me parlez d'écoles chères, est-ce que nos écoles ne sont pas accessibles à tout le monde? Mais nos écoles sont accessibles à tout le monde. Bien sûr, l'école a un coût, même l'école publique. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent que l'école, le fonctionnement de l'école a un coût. Et l'école publique a un coût, quelque part, paie. Ce sont les citoyens qui payent les taxes des citoyens qui payent pour les dépenses. Donc, faire fonctionner une école, ça coûte. Et que puisque ça coûte, mais l'argent doit venir quelque part. Un pasteur a dit qu'il y a des écoles qui sont subventionnées. Ce n'est pas tout à fait la réalité, parce qu'il y a des écoles qui ont un contrat avec l'État. Ces écoles-là sont des écoles nationales. Puisque ce sont des écoles nationales dirigées par une congrégation religieuse, donc les professeurs sont payés par l'État, à ce moment-là, le coût n'est pas aussi élevé qu'une école entièrement privée. Puisque nous parlons de paiement, nous parlons d'argent, voyons pour un problème assez actuel, est-ce que les élèves vont payer pour le mois de septembre, le mois d'octobre, qu'ils sont en passe de rater Et ça, il faudrait voir comment régler ça. Je ne peux pas répondre pour l'instant. Ok, pasteur, au niveau du collège. C'est pas moi, directeur, qui prend les décisions. Les décisions, oui, je comprends. On se réunit en conseil, oui. On voit comment ne pas trop pénaliser les parents qui souffrent beaucoup par rapport à la situation et comment aussi permettre à l'école de fonctionner. Oui. Au niveau du collège interfamilial. Au niveau du collège interfamilial, on paie par versement. Okay. Et on paie les professeurs 12 mois. Non, mais est-ce qu'il n'y aura pas de soustraction du mois de septembre non, ou peut-être d'octobre? Non. 2 mois de perdu déjà. Parce qu'on doit payer les professeurs 12 mois et on fera en sorte que le programme soit vu. Donc ça c'est une bonne chose pour les professeurs, hein, parce qu'ils n'ont pas travaillé au cours du mois de septembre, peut-être qu'ils ne vont pas travailler au cours du mois d'octobre. Mais ils auront à travailler durant les jours de congé, etc. Ah bon, oui, parce on va quand même... Bon, c'est justice pour les professeurs. C'est justice. Mais on va quand même essayer de rattraper certains jours, notamment les samedis, pour permettre, pas tous les samedis, parce que ça peut provoquer un surménage. Mais comme information, je vous dis, le Canada a déjà donné le chèque de septembre. Ah bon, ça voilà. Et la dernière question, je le concède, je l'admets que c'est une grande question qui aurait pu faire thèse de doctorat. Mais en 2 mots, messieurs, répondez s'il vous plaît, parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Oui, Bernot me l'a dit. Est-ce que le système éducatif haïtien est à refonder? Parce que, suivant l'éducation nationale, cette année, on aurait dû avoir l'implémentation du nouveau secondaire à travers toutes les écoles. C'est presque impossible. Je ne suis pas éducateur, mais observateur, je vois que c'est presque impossible avec tout ce que cela demande. Maintenant, est-ce que l'éducation en Haïti, le système éducatif haïtien est à repenser? Je dirais même, une refonte du système éducatif haïtien, je dirais même pas que c'est nécessaire, je dis que c'est vital. Ok. C'est vital, c'est urgent pour que l'école soit un service. L'école, c'est... La réforme Bernard ne tient plus. Ça date de plus de 30 ans. Donc, ça veut dire que Bernard, ça aurait pu être une réforme extraordinaire. Mais le problème de continuité dans les affaires de l'État font que, on n'a pas continué avec la réforme de Bernard. Maintenant, il faut refondre l'école. Il faut une refonte de l'école pour aujourd'hui, en tenant compte des problèmes actuels que nous confrontons. Et il faut aussi qu'il y ait un système éducatif. On ne peut pas dire qu'il y a un système éducatif. Et c'est très large. Je suis d'accord. Je pèse ce que je dis. Il faudrait qu'il y ait un système éducatif. Et il faut que ce système soit piloté. Il y a une réforme extraordinaire qui est en cours. Mais il faudrait que cette réforme soit pilotée. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà. En 2 mots, pasteur, la même question. En 2 mots, et je suis d'accord avec le frère... Nelson, l'éducation est dynamique. La vie
elle-même est dynamique. Et malheureusement, en Haïti, alors nos dirigeants au ministère de l'Éducation nationale, parfois ils font sous la dictée des étrangers. Ils veulent appliquer quelque chose qui est fait pour un pays étranger. C'est un grave qui ne problème. cadre pas avec notre réalité. Exactement, je crois que c'est vital, comme le dit le frère Nelson. Il faut qu'il y ait un système éducatif haïtien. Oui. Voilà, merci messieurs. Bon, mon seul petit regret, c'est qu'on aurait pu avoir un bel échantillon de l'éducation haïtienne, de l'école haïtienne dans sa pluralité, parce que vous représentez l'Église catholique en quelque sorte. Non, je suis directeur du Collège canado-haïtien, je publie, j'écris, l'école, je suis catholique, bien sûr, congréganiste et l'école protestante. Oui. Et on aurait dû avoir à l'émission la participation de Guy Etienne, plutôt laïque, son école. Mais malheureusement, merci à vous deux, si vous messieurs. permettez un dernier mot pour terminer. Un dernier mot, ce serait pour dire à mes compatriotes qui me regardent actuellement, c'est que l'éducation est un bien commun. Et que permettre à l'élève de recevoir une éducation, c'est permettre au pays de se porter mieux. Quelle que soit sa tendance, quel que soit son secteur, protéger l'éducation, protéger la santé, c'est un bien commun. Donc vous demandez une chance pour les élèves, là, si l'on comprend. Et c'est aussi votre mot, pasteur? C'est mon mot. Moi, j'ai hâte de voir les enfants venir à l'école. D'ailleurs, c'est ma vie. Oui. Voir les enfants leur parler. Pas seulement pour le gagne-pain, mais pour l'éducation. Non. Voilà, c'est une plaisanterie pour décrisper l'atmosphère un peu. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Restez branchés, vous ne serez pas mieux ailleurs. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins.